un grand merci de me recevoir chez vous, dans votre cabinet en tout cas. C'est les petits passages secrets de Paris, les petits endroits tout calmes qu'on peut découvrir à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. Je vous ai rencontré grâce à Bérangère, une jeune femme extrêmement généreuse qui m'a fait aller à un de vos ateliers. Et en fait, vous réunissez beaucoup de gens sur plein de thèmes, vous touchez à tout en fait. Pas tout, mais des choses dont j'aime dire qu'elles sont en général pas tellement développées dans notre scolarité ou dans nos magazines habituels. Comme quoi? Par exemple, tout ce qui est créativité, ça n'a pas été développé à l'école. Ou d'autres thèmes, comme celui qui vous tient à cœur, à savoir celui du bonheur, ou des émotions qui portent encore l'étiquette de négative, alors qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables ou désagréables. Par exemple, la jalousie est quelque chose qui n'est pas du tout traité, ou la honte. Bon. Et ça, c'est ce que j'aime mettre à mon programme, soit de conférences, soit de tables rondes, soit d'ateliers. Comment vous en êtes arrivé là? C'est quoi votre parcours? Vous êtes lancé jeune dans tout ce qui touche... Vous êtes psychologue, c'est ça? Oui, mais avant j'ai fait d'autres métiers comme professeur, notamment professeur, de langue, de lettres, d'art. Et en fait, c'est après coup, bien sûr, que je me suis interrogée sur ce qui avait été ce fil directeur. Et je me suis aperçue que c'était surtout autour d'apprendre des choses nouvelles. Voilà. Et à partir de là, d'ailleurs c'est un sujet que je vais développer l'année prochaine aussi dans l'association, d'être dans créer. Inventer, créer, trouver, croiser, etc. Jouer. Jouer, oui, jouer. oui. Donc je suis désolée parce qu'en fait ça vient tellement taper des choses dont j'ai discuté il y a très peu de temps, ce fait de jouer et d'avoir l'enthousiasme d'apprendre. Et en fin de compte, chaque année vous créez de nouveaux sujets et vous explorez de nouveaux sujets grâce à ça. Et maintenant, depuis quelques années, il y a aussi une autre occasion de continuer à jouer avec les mots, avec les concepts, et aussi avec nous. C'est ce que j'appelle les stages de saison. Donc tous les trimestres, je propose un stage de 2, 3, 4 jours, ça va être le cas la semaine prochaine, sur un thème qui nous permet d'explorer. Donc par exemple la semaine prochaine, c'est nomade ou sédentaire, qui va bien sûr dépasser l'histoire du routard. C'est aussi donc ce que je propose dans mon introduction. Est-ce que je suis à la conquête du monde ou dans son exploration? Et ensuite, est-ce que je le fais comme Marie Curie, comme Marcel Proust, ou comme Christophe Colomb, Magellan, etc. C'est vraiment, encore une fois, peut-être sortir de la pensée unique, sortir du jardin de Curé, mais qui n'est pas simplement quelque chose d'un... Enfin, c'est une métaphore, parce que je crois que ce qui m'a vraiment interrogée, mais quand j'étais toute petite, c'était peut-être ce que j'appellerais maintenant un manque de curiosité des adultes qui nous accompagnaient. Voilà, c'était ça. Et j'en veux pour preuve tout ce qui avait trait à la religion, par exemple. Je voyais des personnes être convaincues d'une religion, mais ne pas connaître les autres, ne pas savoir ce qui animait d'autres cultures, etc., que ce soit au moment présent, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi à d'autres époques. Vous avez fait ce voyage vers d'autres cultures? Ah oui, oui. Vous avez voyagé beaucoup? Alors, j'ai voyagé avec mon sac à dos, et puis j'ai voyagé aussi avec des milliers de livres, dont je ne sais plus où les mettre, parce que ce sont mes amis, et qu'il n'est pas question que je m'en sépare, donc ça pose quelques difficultés logistiques. Mais je ne veux pas m'en séparer. Ça va, vous n'avez pas encore envahi ici. Hein. Non, mais j'ai quelquefois quand même coupé mon frigo pour mettre mes livres dedans, parce que je n'avais pas d'autre lieu. Non. Ah oui, vous lisez beaucoup. Oui, j'en emprunte aussi beaucoup, mais c'est vraiment pour moi... voilà, en fait, c'est pour moi ce pot de sécurité qui me permet ensuite d'explorer des choses plus lointaines. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très anxieux, et donc je suis pleine d'admiration pour mes enfants qui sont de plus grands voyageurs que moi, qui font le tour du monde, etc. Alors que je vois que pour moi, c'est quand même toujours un petit peu, pas seulement un objectif à atteindre, mais un défi aussi, par rapport à mon anxiété. Alors surtout quand je voyageais avec mes enfants, je n'étais qu'une boule d'anxiété. Et, voilà. Et à vouloir
tout sécurisé alors que mes enfants étaient tranquilles. Voilà. Donc comment vous êtes devenu psychologue? Qu'est-ce qui vous a appelé? Est-ce que vous avez senti un appel? Ça se trouve, c'est alors, pas ça. C'était d'abord parce que c'est ce qui m'a sorti de l'ornière. Avant, je ne savais pas très bien. C'est parce que ça m'a sauvée d'une grave dépression et vraiment d'un marasme, enfin d'un temps noir vif, et que j'ai découvert des choses absolument étonnantes dans plusieurs pays et surtout, donc je dirais, aussitôt que je les ai rencontrés, j'ai su que c'était vraiment le salut pour moi. C'est-à-dire que ça passait pas par la tête, ça passait pas par mes bonnes dissertations où j'expliquais plein de choses et que ça m'aidait pas du tout à me lever matin et à me sentir bien. Et tout à coup, j'ai ouvert ces grandes portes et j'ai su que c'était pas des connaissances ou ce n'était pas des principes, mais c'était la vie qui est rentrée vraiment comme du soleil dans la maison dont on ouvre les volets. Et donc, ça m'a vraiment sauvée. Et puis ensuite, j'ai poursuivi à la fois une formation, mais je dirais surtout des quantités de stages, de découvertes. Enfin, j'ai été voir comment d'autres travaillaient, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Et puis, ça m'a vraiment... Alors, ce qui a été évident, peut-être plus qu'un appel, c'était l'importance pour moi de transmettre ce qui avait été si précieux. Et voilà, donc à ce moment-là... À l'ouverture des fenêtres, vous voulez dire? Oui, oui. Et alors, c'est quoi cette chose si précieuse? C'était ce qui n'est pas appris à l'école. Quelque chose de la vie, quelque chose des conflits, quelque chose de la créativité, quelque chose surtout de l'appartenance, qui est un terme donc, que j'ai ensuite développé davantage, et puis surtout un concept dont je me suis rendu compte après coup, que je l'avais cherché depuis que j'étais haute comme 3 pommes, à savoir celui que je développe beaucoup maintenant dans les colloques ou ailleurs ou dans les livres, qui est celui d'attachement. C'est-à-dire un type de relation qui est échange d'énergie et qui surtout est un filtre à tout ce qui pourrait être de l'ordre de la violence. Mais je me souviens quand j'étais petite déjà, je parlais avec mon frère qui lui est devenu psychiatre et je lui disais, je devais avoir 5 ans et lui 4, et je lui disais, on se souviendra bien quand nous serons grands tous les deux de ce qui se passe quand on est enfant. Comme si j'avais déjà eu peur qu'une fois adulte, j'allais oublier ce territoire-là qui avait été tellement important pour moi. Et peut-être en contraste avec ces adultes un peu endormis, en vous disant, est-ce que moi aussi je vais m'endormir? Oui, c'est exactement. La peur de ça, la peur d'oublier, la peur de scléroser quelque chose, alors que aussi ma chance c'était d'avoir des parents évidemment très curieux, c'est ce que je mets d'ailleurs comme remerciement dans mon livre, et des grands-parents très originaux. Une grand-mère américaine, qui avait été, elle a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais on aimait bien le raconter à l'école avec mes frères, qui allait à cheval à l'école. Alors, j'ai jamais testé ça. Et un grand-père éminemment, comme un homme très cultivé, très original, un peu étonnant, mais qui était lui certainement pas dans la pensée unique, ni dans quelque chose de sclérosé. Mais c'est vrai que ça me fait peur encore aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'avec ces grands-parents-là, cette famille, il y a quand même un terreau qui est riche? Comment ça se fait que vous soyez allé jusqu'à la dépression et justement à cette peur de tomber dans le noir? J'ai 2 autres choses. C'est d'une part que cette dépression, longtemps après, j'ai vu en quoi elle trouvait sa racine dans quelque chose de transgénérationnel. Et ça, je suis l'aînée. Et j'ai vu que j'avais pris vraiment un grand poids, même quand je vous le dis maintenant, je sens cette émotion encore. Et donc, il y a quelques années, j'ai pris ce dossier à bras-le-corps et avec mon fils Hugo, nous avons fait des enquêtes très serrées avec l'aide d'autres personnes, notamment un certain Bruno qui m'a beaucoup aidé. Et nous avons été jusqu'en Allemagne, dans le camp de Sachsenhausen, dans ce lieu où les membres de la famille de mon père avaient aussi été en déportation. Alors ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose que j'ai mis plusieurs décennies à découvrir, c'est que, et je vois bien encore combien ça me touche aujourd'hui, c'est que j'ai passé beaucoup d'années chez mes grands-parents maternels, donc dans une grande maison qui était vraiment sans confort du tout, mais sans contrainte. On était les rois avec mes frères, on apprenait la menuiserie, on apprenait plein de choses, dans cette grande maison vraiment très sauvage, avec des grands-parents très sauvages. Et puis l'été, nous allions chez mon grand-père paternel, qui était remarié, et là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose
de terrible. Parce que ce grand-père, René, dont on m'avait parlé comme d'un héros pendant la guerre, et puis même avant, on voyait des portraits de lui où il avait l'œil pétillant, il avait la stature d'un dieu. D'un Napoléon, quoi. Oui, ah oui, absolument ça. Et c'était un homme dont mon père me parlait avec beaucoup d'émotion, mais vraiment le héros. Et ce qui s'est passé, c'est que sa famille a été déportée, enfin il ne s'est jamais remis de la mort de sa femme, de la mort de sa fille, de la disparition de son fils, etc. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'était un homme qui était complètement, alors là aussi je vais reprendre le mot sclérosé, je sens encore, la maison était froide. Les gloires étaient passées. Ah, complètement. C'était un homme qui était en fait un mort-vivant, qui devait être certainement très plombé de culpabilité. Mais moi, du haut de mes 6 ans, 10 ans, etc., je garde le souvenir d'une maison avec des horaires, on était très attentif, enfin lui me semblait très attentif au contenu des assiettes, du programme de télé, ce qui était à l'opposé de mon autre grand-père. Et donc cet homme, après bien sûr j'ai gardé beaucoup d'empathie pour lui et de compassion, mais pour moi c'était ce contraste entre ce héros et ce vieux monsieur frileux. Donc je dois dire aussi que j'aimais pas ses amis, qui me semblaient des gens avec lesquels il n'y avait aucune porte ouverte là. Mais c'est marrant comme en effet on oublie, même en tant qu'adulte, tout ce que les enfants peuvent capter comme des éponges. Et on n'a pas besoin de mots pour savoir. Et j'avais mes antennes qui étaient là. Alors ce que je faisais quand j'allais chez lui, où j'avais pas de moment privilégié, comme avec mon autre grand-père et mes parents, c'est que je lisais. Et je me souviens encore de tous les livres que j'emportais ou que je trouvais chez lui. Et puis, voilà, je passais des nuits, je me souviens de ça, des nuits à lire. Mais c'était vraiment, il y avait de la mort dans cette maison. Et que j'ai retrouvé ensuite, bien sûr, dans cette histoire, en allant à Berlin, où je tente d'aller tous les ans. Et tout ça était sur vos épaules à un moment sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Non, parce que bien sûr, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, mais Aliette, c'était pour t'éviter de porter ça que j'ai pas voulu t'en parler. Les secrets, voilà. Et donc, ça a été très très lourd. Je pense qu'il y avait d'autres choses qui circulaient, mais j'ai vraiment mordu la poussière. Et c'est le fait de démêler en fait toutes ces choses-là, déjà de les révéler parce que on ne les voyait pas, de les révéler, de les démêler. Mais ça, c'était une deuxième étape. Avant, c'était d'ouvrir l'armoire normande où j'avais entassé des peurs, des colères, enfin toutes ces émotions, parce que j'étais l'aînée, première de classe évidemment, et donc chargée aussi d'être... il fallait être bien, et puis ne pas faire de soucis à mes parents. Mes parents avaient quand même... Enfin, je suis juste après-guerre, donc maman n'avait pas encore 20 ans quand je suis née, et papa n'avait pas beaucoup plus. Donc, et puis, je crois que maman devait avoir 23 ans quand elle avait déjà 4 enfants. Mon père aussi d'ailleurs. Mais donc, j'étais l'aînée, et je me sentais en charge vraiment d'un minimum d'harmonie, de tranquillité, etc. Et quand, je racontais ça l'autre jour à un groupe, quand mon premier thérapeute, je pense que ça devait être ma deuxième séance de groupe, m'a dit, mais tu sais Aliette, tu n'es pas responsable du monde entier, j'ai vraiment cru qu'il plaisantait. J'avais déjà cette mission et je trouvais qu'il n'avait rien compris, que c'était moi qui étais chargée de tout ça. Donc tout ça s'est allégé, ça a été absolument extraordinaire. Cette première tranche de thérapie, tout à coup, j'ai su que j'étais à nouveau sur ma route. Après toutes ces années que j'avais passées sous une espèce de couvercle en béton. Mais aussi ce que je gardais comme petite étincelle, c'est que je savais que c'était des années noires, mais que probablement pendant ces 5 ans que j'avais passé dans cette campagne profonde, à 1000 milles de toute terre habitée et en compagnie et de mes parents et de mes grands-parents, j'avais dû avoir des moments d'état de grâce, notamment parce que maman nous disait qu'elle nous mettait dans la luzerne dehors, qu'il vente, qu'il pleuve et qu'on était bien comme ça. Donc on était vraiment le nez au niveau des fleurs et des arbres. Donc j'ai fait des cabanes avec mes frères, etc. Et là, j'ai vraiment vécu quelque chose de ce moment exceptionnel. Donc je me disais, il avait existé et j'allais le retrouver. Et c'est ça qui m'a donné. Retrouvé. Et je l'ai retrouvé. Voilà, et je l'ai retrouvé. Vous faites des cabanes? Je dois le confesser. J'en fais encore, notamment quand je vais camper. Je monte et j'ai toujours. Et quand je vais chez Go Sport, je fais un détour long
auprès des tantes, des tipis, et je sens que c'est vraiment quelque chose qui me fait retrouver cette sensation-là, sans doute de légitimité à avoir une place sur la terre. Voilà, c'est où je me pose, c'est ma place et j'ai le droit. Du coup, est-ce que c'est dans votre notion du bonheur? C'est quoi le bonheur alors pour vous? Alors, pour moi, d'abord, c'est une expérience intérieure plutôt que, bien sûr, quelque chose de l'extérieur. C'est quelque chose qui se passe là et qui est tout à coup une sensation, un état de grâce aussi. Et pour moi, c'est quand même, je me disais ça en réfléchissant à ce mot et puis en ayant préparé des conférences sur ce thème, que c'est toujours une rencontre, soit avec moi, soit avec la nature, soit avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose, un lien. Ouais. Et surtout, je me disais, comme point commun ou comme commun dénominateur, c'est quelque chose qui me fait sortir du temps social et retrouver un temps intérieur. C'est ça pour moi. C'est que tout à coup, je suis plus intéressée par ma montre. Il y a quelque chose qui se passe, que j'ai vécu pendant l'allaitement, j'ai vécu pendant mes grossesses. Donc ça, c'est les hormones, ça. Sans doute. Vous étiez dopée. J'étais dopée. Avant aussi, pendant mes grossesses, et là, j'étais en dehors du temps. D'ailleurs, à chacune de mes grossesses, mes montres se sont arrêtées. Ah bon? Oui, elles ne marchaient plus. C'est drôle. Oui, c'est drôle. J'ai constaté au bout d'un certain temps, avant, j'avais mis ça sur un point technique. Et puis, ensuite, pendant ces années où il y avait un bébé à la maison, il y avait toujours un bébé à la maison, alors c'était là un bonheur qui était diffus. C'est-à-dire que c'est comme si la présence d'un bébé protégeait la maison. C'était aussi une sorte d'état de grâce assuré. Et c'est comme ça que je l'ai vécu pendant des années. Et justement, si quelqu'un est encore sous cette chape de plomb, déjà, oui. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que tout le monde va réaliser qu'il est sous cette chape de plomb? Et quels peuvent être les indices pour lever cette chape? Alors, avant de répondre à ces deux questions, ce que j'ai mis aussi du temps à réaliser, même beaucoup de temps, c'est que la condition pour que ça change, et pour prendre conscience, et aussi pour soulever cette chape de plomb, c'est de croire au progrès, de croire à l'évolution, de croire à une... Que les choses peuvent changer. Oui. Alors, il y a d'abord que les choses peuvent changer, et ensuite que moi, je peux changer. Et donc, le mot-clé, évidemment, dont je parle souvent, c'est celui du prêt à payer pour ça. Être déloyal à une culture, à des parents, à des consignes, à des principes, quelquefois à un cadre religieux. Et c'est donc, pour moi, le mot-clé, c'est désobéir. C'est ça. Parce que ce que je fais répéter à peu près toutes les semaines, au moins une fois, dans l'un ou l'autre de mes groupes, c'est, je pose la question aux nouveaux, en général, ce qui permet aux anciens de briller de mille feux, c'est qu'est-ce qui nous est commun dans cette pièce en thérapie, en développement personnel, etc. Évidemment, le novice, l'innocent, va dire oh, on a des problèmes. Non, nous avons des problèmes. Que nenni. Et donc là, il y a un certain nombre de personnes qui s'insurgent et qui ramènent la brebis égarée sur le droit chemin. Non, ce qui nous est commun, c'est de croire que demain peut être meilleur. C'est en fait l'espérance que quelque chose peut changer. Mais j'ai, après coup, constaté que nous sommes entourés de personnes pour qui ce n'est pas évident. Qui souffrent, qui ont mal, par exemple même qui ont mal aux dents mais qui ne vont pas vamper leur dentiste ou faire une démarche musclée. Des personnes qui souffrent de dépression mais qui peuvent peut-être se résigner sous prétexte que ce serait comme un destin. Je vois des personnes souffrir de quantité d'autres maux, mais sans être dans cette foi dans quelque chose d'autre. Et ça m'a fait de l'effet, de voir que tout le monde n'y croyait pas. Et donc voilà ce qui nous est commun. Et donc, ensuite, c'est mettre des mots pour désigner cette chape, ou ce cellofré qui entoure, ou ces chaînes. Enfin, et comment on met des mots? Ça veut dire quoi mettre des mots? Alors pour moi, ça a été le choc culturel, vraiment la révolution dans ma vie, c'est la découverte du groupe, quel qu'il soit. De parler en groupe? Mais le groupe, tous les groupes, les appartenances, les associations. Mais est-ce qu'on risque pas de retomber sous de nouvelles obligations, de nouvelles chapes? Je crois pas du tout. Je crois que pour moi, c'est la chose dont je ne suis pas encore remise, cette découverte. C'est-à-dire que la personne qui est muselée, qui est frileuse à l'intérieur, qui est congelée quelquefois, c'est dans sa présence dans un groupe,
qu'elle n'aura pas forcément besoin de parler, mais que tout à coup, avec les témoignages extérieurs, ceux qui ont fait un peu plus de chemin, ceux qui vont mettre des mots déjà, tout à coup, elle va pouvoir faire son marché et tout dire, ah mais oui, mais ça s'est passé pour moi. Oui, donc le groupe est aussi l'autre en miroir de nous-mêmes. Ou le grand frère, ou la grande sœur, ou la figure parentale, mais toujours les personnes témoins. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui voit mon trou dans l'âme, je ne sais pas que j'en ai un. Il faut que quelqu'un voit ce trou dans l'âme pour que tout à coup... Il puisse le décrire. Et même l'identifier. D'accord. Mais ça, c'est valable dans n'importe quelle circonstance. C'est si vous êtes si vous allez au cinéma avec quelqu'un, et tout à coup, l'image est troublée, troublante, etc. Et vous êtes vous-même donc un peu... déstabilisé. Oui, déstabilisé. Le premier geste que vous allez faire, c'est de regarder le visage de la personne à côté de vous. Pour voir si vous avez bien compris. Et voilà. Et selon ce qu'elle voit, vous allez pouvoir vous donner du crédit à ce que vous faites comme expérience. Et donc, c'est ça qui se passe multiplié par 10, 15, etc. dans un groupe. C'est que tout à coup, c'est parce que l'autre entend mon expérience que je peux me l'approprier. Et c'est pour ça que j'aime bien dire aussi que ce qui est destructeur, c'est certainement ni le traumatisme, ni l'accident, c'est la solitude dans laquelle nous sommes, parce que cette solitude nous empêche d'élaborer le minimum. Et donc ça me semble aujourd'hui d'une évidence terrible, mais que mon éducation n'a pas été, maintenant, ne serait-ce que scolaire. On était chacun en train de faire son devoir comme ça. Bon, aujourd'hui, heureusement, ça change un peu. Il y a davantage de travaux collectifs, mais c'est la présence, même muette, d'autres personnes qui tout à coup me fait remonter du fond du puits. Et ça, c'est juste extraordinaire. Où est-ce qu'on trouve ces groupes? Quand vous parlez de groupe, vous parlez de groupes thérapeutiques. Oui, mais par exemple. Mais ça peut être un groupe de jeu, un groupe de... Oui. Dans le sport. Avec un minimum de sentiment d'appartenance, c'est-à-dire du sentiment de partager soit une valeur commune, soit un mythe, enfin ce qu'on appelle le mythe fondateur, c'est-à-dire une histoire commune, quelque chose qui fait... Mais si on ne parle pas dans ce groupe, il faut parler ou il n'y a pas besoin de parler? Non, on n'a pas besoin de parler. Ah d'accord. Non. Les groupes religieux, c'est à base de ça aussi. Les groupes sportifs, ils ne parlent pas. Mais il y a quelque chose qui va se partager en dehors de la transpiration. Et, là, il y a quelque chose qui fait que ça cimente. C'est ce que les chrétiens appellent la communion des saints. Quelque chose qui fait que je ne suis plus seule, comme ça, lancée dans l'univers, mais que d'autres existent et que c'est pas seulement parce qu'ils existent physiquement, mais je peux aussi me sentir solidaire aujourd'hui. Et bien j'ai une place aussi dans un j'ai groupe. J'ai une place, je reçois une identité, c'est-à-dire que je donne quelque chose comme dans une association. Je paye mon éco et en retour, je reçois plus d'identité. C'est-à-dire que ce qui n'est pas du tout évident dans la culture, c'est que plus nombreuses sont mes appartenances, plus forte mon identité. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est important de laisser les adolescents multiplier leurs appartenances aussi. C'est peut-être aussi pour ça que dans la société, puisque l'Église, ou en tout cas les communautés religieuses sont moins présentes, la famille se recompose, mais elle se décompose aussi. Plus de services militaires, l'entreprise, on n'a plus trop, des fois, c'est des lieux parfois qui peuvent être violents. Donc on est dégroupé, quoi. Et donc, moins de rituels. Donc, or, le groupe, c'est aussi le rituel. D'accord. Ritualisation du temps, de l'espace. Après, il y a des quantités de choses qui font qu'il y a... Ce ne sont pas des habitudes, mais ce sont des habitudes auxquelles on donne un sens, notamment de confédération, si je peux dire. Donc, pour être plus heureux, oui, faire partie de plusieurs groupes. Oui. En tout cas, voilà, se relier avec les autres. Oui, mais c'est-à-dire que le maillon entre les deux, c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est parce que je suis dans l'attachement et parce que je suis dans l'appartenance que je vais avoir plus d'identité, mais aussi plus d'énergie, d'énergie vitale. Et c'est cette énergie que je vais pouvoir mobiliser pour un projet qui va me permettre d'être heureuse, d'avoir ma place reconnue aussi, et d'atteindre mes objectifs, etc., etc. D'accord.
Mais c'est toujours ce concept d'énergie qui est central pour moi. Parce que d'abord, c'est ce dont j'ai manqué cruellement pendant des années. Mais cette énergie, elle vient de vous ou elle vous est donnée? Puisque vous dites ah que oui, vous en avez manqué, vous l'avez manqué parce que quoi? Non, mais merci de me permettre de rectifier. Elle était là, mais je n'y avais plus accès. D'accord. C'est ça. À partir du moment où je censurais mes émotions, ma parole, etc., tout le reste était, comme on dit, on avait roncoufle-bougne à l'intérieur de moi. On avait quoi? Coufle-bougne, c'est ce qu'on appelle. Coufle-bougne, normal. Et tout chrétien, en avéronais. D'accord. Et au fur et à mesure que j'ai pu ouvrir cette armoire normande et faire sortir tout ce que je maintenais comme ça, en mobilisant toute ma capacité et toute pression, au fur et à mesure que j'ai pu déployer ça, j'ai pu aussi déployer mon énergie. Quand je vous écoute, je me dis que votre énergie, vous l'utilisiez pour retenir. Fermer mon Du coup, elle n'était plus utilisée vers l'extérieur. Non. Je la gardais juste pour continuer à maintenir et puis à rester la bonne élève. Et me laisser à la fois, ça m'importait parce que ça me donnait une identité, mais aussi parce que ça me permettait de continuer à aller voir ce qui se passait ailleurs, par des connaissances. Bon, j'ai par exemple une passion pour l'orthographe et la grammaire, une passion. J'ai failli tomber dans une autre passion qui est celle des maths, parce que c'était très rassurant, parce que je jouais avec ma tête, et puis je me suis aperçue que tout ça n'allégeait pas mes réveils le matin, et c'est à ce moment-là, effectivement, que je me suis aperçue qu'il y avait d'autres voies de salut qui n'avaient rien à voir avec les connaissances mais qui peuvent rester là, la jouissance de jouer avec les mathématiques, mais bien sûr. Tant qu'on est libre. Et la grammaire. En plus, on sent, j'ai suivi une de vos conférences sur l'argent, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il y a une forme de pragmatisme. Oui, voilà. Et aussi, ce que j'ai ressenti, c'est certaines des personnes là vous posez des questions très pratiques. J'ai la sensation que vous sortez des préjugés ou de la pensée établie. Voilà, oui, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis très souvent, dans les lieux où j'interviens, que ce qui m'intéresse, ce sont les questions bien plus que les réponses. Mais tant que je me pose des questions, il y a quelque chose qui continue à être vivant. Et je me méfie un peu des réponses, surtout quand elles viennent d'autres personnes qui pensent qu'elles savent mieux que moi ce que je dois apporter comme réponse moi-même. Et ça, je m'en méfie. Et donc, ce que j'aime dans ces groupes, c'est qu'il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de réponse sûre. Il y a juste les éléments de réponse de chacun ou les hypothèses ou les fantasmes. Il y a l'effet du groupe que vous décrivez. Voilà, l'effet du groupe. Et c'est ça que j'aime. Et que chacun peut partager ce qui lui vient à l'esprit. Personne n'a raison, personne n'a tort. Voilà. Et que ce que nous avons à construire plutôt que cette illusion d'avoir raison qui ne sert à rien du tout, sinon à se couper des autres, c'est celle de se sentir légitime, de sentir ce que je sens, de penser ce que je pense, de dire ce que je dis, mais en étant bien sûr à l'abri de croire que j'ai la vérité. Évidemment que je n'ai pas de vérité. C'est vrai qu'on a la sensation, plus je rencontre des gens, qu'en petit, on n'a pas été accueillis tel qu'on était, et qu'on voulait qu'on soit premier de la classe, on voulait qu'on soit... on garde cette chose-là, et on garde aussi cette recherche d'approbation chez les autres, qui peut être très forte. Et se sentir légitime, c'est se faire le deuil de l'approbation des autres. Et ça, c'est quand même la liberté majuscule. Et ce qui est drôle, c'est elle vient quand même quand on est qui on est vraiment. Oui, bien sûr. Donc c'est le deuxième effet qui se coule, comme ils disent. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Oui. Bah, écoutez, c'est merveilleux. On n'avait encore jamais parlé, voilà, justement, du groupe et aussi de l'indignation. Parce que quelque part, vous rejoignez l'indignation, la rébellion. Pas la rébellion pour forcément détruire, mais c'est pour enlever les couches qui nous empêchent d'être qui on est. Quoi. Mais oui, mais ça me rappelle aussi mon malaise quand je voyais des personnes témoins de violence et ne pas réagir. Votre prochain stage. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Ah oui, c'est vrai, c'est juste après. Et c'est cet atelier où, justement, parce que nous avons tellement manqué de modèles, que ça m'importe d'avoir ces temps et ces lieux où, en toute sécurité, en toute confidentialité, nous pouvons nous exercer à réagir, à sortir du mutisme, de la passivité. Nous pouvons nous entraîner à avoir... Alors, non pas des positions justes comme ça, ex nihilo, mais des positions ou des propos à la fois très respectueux de tout le monde et aussi légitimes. C'est-à-dire d'oser parler.
Et j'aime cet entraînement parce que ça nous permet de voir à quel point, effectivement, nous sommes encore et encore dans l'improvisation. Et nous n'avons pas de modèle de personne qui ait défendu quelque chose, comme certains le font aujourd'hui en tant qu'adulte, je le vois. Mais quand j'étais enfant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette référence à des adultes courageux, je pourrais dire ça, oui, courageux. Merci beaucoup de partager tout ça avec moi et avec les gens qui vont regarder cette vidéo. C'est un vrai plaisir. Merci aussi. C'est super.